Bonjour, aujourd'hui, on est le 14 mai et demain, c'est la journée internationale, pour parler justement de l'hyperémésie gravidique et c'est un sujet encore une fois très tabou, dont on ne parle pas suffisamment et je pense que même les professionnels sont pas forcément bien informés sur le sujet. Donc du coup, j'ai la chance de pouvoir rencontrer aujourd'hui, Mélissa Liénard, qui va parler de ce que c'est que l'hyperémésie, gravidique parce que d'abord elle l'a vécu elle-même, puis elle a vécu justement ce dédale de non, diagnostic finalement de ce qu'elle a vécu. Il aura fallu qu'elle attende la fin de sa grossesse finalement pour voir écrit noir sur blanc qu'en fait elle avait souffert de ça et du coup, porteuse de parole et l'envie de faire changer les choses, elle a monté une association pour en parler. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Bonjour Mélissa. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis très flattée. Merci en tout cas d'y avoir répondu un peu au pied levé, hein, mais Oui. je pense que c'était essentiel de parler de ce sujet, sachant que demain, c'est la journée internationale et que c'est certainement l'occasion d'en parler. Est-ce que tu as envie justement peut-être de nous raconter un peu ton histoire et puis de présenter la genèse qui t'a amené vers la création de cette association? Oui, bien sûr. Donc, moi, ça a commencé comme de nombreuses femmes. Je tombe enceinte une première fois et malheureusement, la grossesse ne va pas à terme. Je le vis très, très mal parce qu'en plus, à ce moment-là, je vis des violences gynécologiques que je ne savais pas du tout non plus ce que c'était. Donc, je vis un deuil très compliqué, mais on me dit que pendant cette période, en fait, il y a un rebond de fertilité et que ce serait pour moi, en fait, l'occasion de retomber enceinte puisque j'ai d'autres soucis, gynécologiques. J'ai une adénoméiose et donc, dans mon cas, c'est un peu compliqué de tomber enceinte et surtout que le bébé s'accroche. Voilà, c'est ce qu'on me dit et donc, voilà, on se dit, «Notre objectif, c'est d'avoir une famille, donc on va essayer sans que ce soit médicalement assisté». C'était notre objectif vraiment numéro un. Je retombe enceinte très rapidement et cette fois-ci, j'ai des symptômes. C'est-à-dire que, j'ai la nausée, j'ai des vomissements et je suis très contente de ça. Vraiment, je me dis: «Ah ça y est, je suis enceinte, j'ai les symptômes de la grossesse, je vais avoir de beaux cheveux, un beau teint». Enfin voilà, j'ai vraiment idéalisé la grossesse à ce moment-là et je ne sais pas du tout ce qui m'attend, en fait. Un jour, donc en soirée, je me sens pas très bien. Mon mari me dit: «Mais ne t'inquiète pas, je vais cuisiner». Et ça a une importance parce que, il cuisine, il met, je me souviens de l'huile de sésame dans le plat et j'ai déjà très, très fortement la nausée. Je me dis: «Ouh, ça va être compliqué, mais je vais faire honneur au plat». Donc je le goûte et à ce moment-là, j'ai des bouffées de chaleur. Je me sens vraiment pas bien. Je vais m'installer dans le canapé. Je lui dis: «Je vais être malade comme jamais, apporte-moi un seau» et puis voilà, je suis malade, je vomis, j'ai la nausée, je vomis non-stop. Sauf qu'à un moment donné, je me rends compte que ça fait quand même plusieurs heures que ça dure et je n'ai plus rien à vomir. Il y a même plus de bile, il n'y a vraiment plus rien et j'ai très, très mal à l'estomac et je lui dis, à mon mari: «Écoute, j'ai soif, s'il te plaît, donne-moi un verre d'eau que je n'arrive pas à boire». Donc là, je me dis: «C'est compliqué, qu'est-ce qui m'arrive?» Je pense sincèrement que j'ai une intoxication alimentaire. Je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as cuisiné? Ce n'est pas normal». Et il décide de m'amener à l'hôpital parce qu'il se dit: «Ce n'est pas normal, je t'ai jamais vu dans cet état-là. Vomir 2-3 fois dans la journée, OK, mais que ça dure des heures et des heures, ce n'est pas normal». Donc on va à l'hôpital. C'est très compliqué parce qu'on est en pleine période Covid, donc il faut s'imaginer, j'ai le masque et on me gronde. C'est vraiment ça, on me gronde quand je l'enlève parce que je dois vomir. Enfin, ou du moins j'ai des hauts le cœur et on me dit: «Vu que vous venez de faire une fausse couche, on vous envoie en maternité, vous verrez sur place». Et alors là, ça a été très compliqué aussi parce que c'était une nuit, catastrophique pour les gynécologues et ça, je m'en rendais bien compte. Et donc je vais passer, 7 heures, en fait, dans une salle sans voir qui que ce soit parce qu'il y avait des urgences, il y avait des césariennes d'urgence et le lendemain matin, j'ai supplié pour qu'on me donne un médicament parce que je n'en pouvais plus. Je n'avais pas du tout dormi, je n'en pouvais plus et on va me perfuser, on va essayer parce qu'en fait, à ce moment-là, j'apprends que je suis déshydratée, donc on essaie de perfuser et je suis hospitalisée parce qu'on me dit: voilà, c'est peut-être une gastro, c'est peut-être autre chose, on sait pas encore, on verra». Et le début d'hospitalisation se passe très bien. Donc on est vraiment bienveillant avec moi, on me dit: «Ah, ça arrive parfois qu'on soit malade en début de grossesse, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer». Et puis je rencontre, une sage-femme qui est un peu moins bienveillante, on va dire, que les autres et qui me pose des questions, en fait, justement sur la perte du bébé, si je suis encore en deuil,
est-ce que je veux vraiment de ce bébé? Parce qu'en fait, quand on vomit beaucoup, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas de ce bébé. Voilà, c'est quelque chose qu'elle essaie de me dire, de façon, pas très délicate. Et moi, je suis tellement dans un état de détresse à ce moment-là que je me dis: «Bah, en fait, elle a peut-être raison. Non, je veux ce bébé, mais c'est vrai, c'est étonnant que je vomisse autant. Pourquoi je vomis autant?» Voilà. Donc mentalement, ça va pas très bien déjà et je me dis: «Qu'est-ce que j'ai fait en fait, pour mériter ça? Et qu'est-ce que je fais à mon bébé? Est-ce que le bébé va bien?» J'étais vraiment inquiète et plus les jours avancent, plus je me rends compte que c'est de moins en moins bienveillant et que limite je dérange. Je dérange parce que je me rends compte que les soignants ne savent pas quoi faire de moi, que les traitements commencent à fonctionner, donc on envisage, retour à domicile. De toute façon, je ne veux plus rester à l'hôpital puisque je dois réclamer les médicaments sans cesse et je suis vraiment isolée à ce moment-là. Donc je rentre à la maison et 48 heures plus tard, déshydratée parce que je n'arrive pas à m'alimenter, je n'arrive pas à m'hydrater et on m'hospitalise à domicile. Enfin, on fait des soins infirmiers à domicile et là, le calvaire va commencer, en fait, parce que de jour en jour, je perds de plus en plus de poids, donc heu, je ne m'alimente plus du tout. Bois, enfin, disons que je mange des glaçons, voilà, je suis, limitée à ça et tout le monde trouve ça normal autour de moi. On me demande si je ne suis pas trop stressée. Enfin, ça, c'est quelque chose qui revenait, mais sans cesse. «Vous n'êtes pas trop stressée, vous êtes certaine que vous voulez ce bébé?» Bah, les infirmiers qui venaient à domicile, je sais bien qu'ils étaient en contact avec mon médecin traitant qui demandait si je n'étais pas trop stressée par la grossesse, qui provoquait du coup ces vomissements, alors que pas du tout. Heu, mais et voilà, c'est mon état va vraiment, vraiment se détériorer parce que j'ai besoin d'aide pour m'accompagner aux toilettes. Je suis presque incapable de me laver. J'ai besoin d'aide en fait pour me laver. Je ne peux plus me brosser les dents. J'ai fait presque 15 jours sans me laver les cheveux. J'en étais juste physiquement incapable. Et j'arrive à un moment donné où je me dis, «Bah, je vais mourir au fond du lit» parce que je sentais qu'au niveau j'ai l'impression qu'au niveau cardiaque, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. J'avais vraiment de grosses palpitations au moindre mouvement et une soirée, mon mari rentre du travail et j'ai vraiment des difficultés à parler parce qu'en fait, le fait d'ouvrir la bouche me donnait des hauts le cœur très, très violents, en fait et je lui dis: «Moi, je n'en peux plus». Les médecins me disent qu'il y a rien à faire, que je sois patiente. On disait toujours: «Attendez la fin du premier trimestre, ça va aller», mais faut s'imaginer que de vivre comme ça, c'est juste pas possible. J'étais incapable de lire, j'étais incapable de regarder la télé, de prendre mon téléphone. J'étais vraiment isolée toute la journée et je lui dis que j'envisage en fait l'avortement parce que selon moi, il y a plus rien d'autre à faire puisque les soignants me disent qu'il y a rien d'autre à faire et on pleure beaucoup, hein, ce soir-là. On se dit, «Bah, c'est pas possible, on le veut ce bébé», mais bon, il dit, lui, il a peur de me retrouver morte au fond du lit un jour en rentrant du boulot, donc il dit, «Si c'est ce que tu veux, si tu penses qu'il y a vraiment aucune autre solution, faut que tu le fasses à un moment donné», enfin voilà. Donc je me rends à ce rendez-vous dans un état lamentable, en me tenant au mur avec ma bassine à vomi, heu, très, très négligée, sincèrement et je rencontre, une jeune assistante sociale et je lui parle un peu de mon récit. Je lui dis: «Bah, voilà, je vomis tout le temps». Elle le voyait bien, j'avais ma bassine avec moi et je dis: «Mais ce n'est pas normal et il y a pas de médicaments» et elle me dit, «Oui, mais de toute façon, on n'avorte pas pour ça». Donc ça, c'est la première chose qu'elle me dit et la seconde qu'elle me dit, elle me dit: «Mais votre mari, il est d'accord avec votre décision?» Et c'est tout. Donc là, je me dis: «Mais vraiment, c'est moi qui ai un problème. Je supporte pas la grossesse, en fait», et elle me dit: «De toute façon, allez voir la gynécologue et vous en discuterez avec elle», mais bon, pour elle, c'était plié. Et l'univers, c'est moi j'aime le dire comme ça, m'a mis, sur le chemin une jeune interne en gynécologie qui, en me voyant arriver, me dit: «Mais madame, Liénard, on s'est rencontrés pendant l'hospitalisation». Je m'en souvenais même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle, elle a vu l'état dans lequel j'étais arrivée et l'état dans lequel j'étais quelques semaines plus tard. Elle dit: «Mais vous voulez ce bébé?» Je dis: «Mais oui, je le veux ce bébé» et elle me dit: «Mais du coup, bah, qu'est-ce que vous faites là?» Et je dis: «Mais je n'en peux plus», et j'avais des difficultés à parler à ce moment-là puisque encore une fois, j'avais toujours des hauts le cœur et elle me dit: «Mais il existe des traitements, voilà, qu'est-ce qu'on vous a donné?» Alors je lui cite quelques astuces qu'on m'avait données, les infusions de gingembre, mais si je suis incapable de boire, je ne sais pas les prendre, des médicaments, plus homéopathiques qu'autre chose, quelques médicaments qui ne faisaient strictement pas aucun enfin qui ne faisaient pas effet et elle, elle me parle d'un médicament qu'on donne habituellement, aux patients qui subissent une chimiothérapie, le fameux Ondansetron. Et elle me dit: «Vous allez essayer, vous verrez, normalement votre état va s'améliorer» et c'était le seul soignant en fait qui m'a écoutée pendant la grossesse. C'est cette jeune interne et elle a sauvé ma grossesse puisque, bah, je suis allée à terme de cette grossesse. C'était compliqué parce que j'avais un dosage vraiment, minimal,
mais je suis allée jusqu'au bout et j'aime dire que j'ai accouché sans péridurale et ce n'est rien par rapport à ce que j'ai vécu pendant la grossesse. Pour moi, ça a été un merveilleux moment. Je n'ai pas l'impression d'avoir souffert pendant l'accouchement, mais qu'est-ce que j'ai souffert pendant la grossesse? Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais eu de diagnostic, heu, par rapport à ce que j'avais vécu. Et il y a eu une rencontre décisive 6 semaines en postpartum, donc pour mon bébé. Je dois aller revoir la gynécologue. Je décide de la laisser auprès de ma maman. C'était la première fois pour elle. Je me dis: «Bah, pourquoi pas? Ce sera peut-être plus simple à l'hôpital». On est toujours en période covid et je vois ma gynécologue qui ne m'a pas vraiment accompagnée pendant la grossesse, mais à ce moment-là, je ne sais pas vraiment ce que ça signifie et elle me dira cette fameuse phrase, «Mais quand même, vous êtes bien contente de l'avoir votre bébé, hein, maintenant?» en me rappelant bien que j'avais failli avorter et sur le coup, j'étais vraiment très triste et j'ai même pas répondu, j'étais vraiment, désemparée, je me dis: «Mon Dieu, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai failli faire?» Voilà, j'ai culpabilisé énormément et sur le chemin de retour, je me dis: «Mais non, en fait, ce que j'ai vécu là, ce n'était pas normal. Normalement, enfin voilà, on ne laisse personne, même avec une gastro, dans cet état-là», et ça m'a mis dans une colère noire, vraiment, au point où je me suis sentie obligée de lui envoyer un email en lui disant: «Beh, voilà, il s'est passé ceci, ceci, cela, je n'ai jamais été accompagnée. Il a fallu que j'aille quasi jusqu'à l'avortement pour qu'une jeune interne, essaie de m'aider», parce que c'est vraiment ça, elle a essayé de m'aider, elle a écouté, ce que je vivais et elle a trouvé une solution et j'ai juste eu un petit mot d'excuse et ça en est resté là et je me suis dit: «Bah, en fait, il y a d'autres femmes qui doivent vivre la même chose que moi, mais j'aimerais savoir ce que j'ai vécu». Donc j'ai demandé mon dossier médical et j'ai vu qu'il faisait écrit noir sur blanc que j'avais, un hyper-MS gravidique sévère et je n'étais pas au courant pendant la grossesse et ça, pour moi, c'est dramatique. Je veux dire, j'aurais pu au moins avoir, une idée de ce que j'avais vécu, hem et là, c'était pas du tout le cas et je me suis dit qu'il y avait d'autres femmes qui vivaient sans doute la même chose et je me suis renseignée sur internet. Effectivement, il y en avait d'autres, mais il n'existait rien encore en Belgique pour ces femmes-là et pour moi aussi. Donc je me suis dit: «On va créer une association avec ma famille» et c'est comme ça qu'Hyperemesis Belgium, a vu le jour pour venir en fait en aide à toutes les femmes qui vivent ou qui ont vécu la pathologie et surtout pour améliorer la prise en charge parce je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de lacunes. Voilà. Le but, c'est justement de pouvoir accompagner les parents, mais aussi peut-être, d'aider peut-être les professionnels. Qu'est-ce qui est mis en place par cette association? Donc la première chose, c'est on est vraiment à la base, vraiment une ligne SOS pour les femmes atteintes d'hyper-MS gravidique, pour leurs familles et pour celles qui ont vécu. Donc on a un numéro de téléphone où on peut nous contacter, on répond vraiment dans les 48 heures maximum. C'est-à-dire qu'on a des ambassadrices, un peu partout en Wallonie et une à Bruxelles, qui répondent à leurs questions. Donc elles sont là vraiment pour un soutien émotionnel. Alors pour ce qui est des professionnels, nous on aime bien aller avec nos gros sabots dans les hôpitaux et leur dire: «Beh, voilà», toujours avec beaucoup de bienveillance. Je dis les gros sabots, mais on a quand même beaucoup de bienveillance. On leur explique, voilà, qu'il y a des femmes qui vivent très mal leur grossesse à cause de l'hyper-MS gravidique parce qu'il n'y a pas de diagnostic, parce que, elles n'arrivent pas à s'auto-évaluer aussi parce que ça, c'est des choses que j'ai appris avec l'association, et qu'elles ont besoin d'aide, en fait, pendant la grossesse et qu'il faut qu'elles soient écoutées et entendues et qu'il existe des traitements. Parce qu'il y a des médecins qui ne connaissent pas les traitements aussi qui peuvent être utilisés. Donc nous, on transmet les protocoles, notamment, on va dire, anglais, on peut aussi transmettre celui, de France, enfin voilà. Le nôtre verra le jour, normalement le 5 juin. Voilà, il sera publié officiellement. Et donc on les informe de cette façon et souvent on est reçus, les bras ouverts par, les soignants en nous disant: «Beh, voilà, venez nous sensibiliser et comme ça on les prendra de mieux en charge». Voilà, c'est ça. On rencontre aussi les élèves dans certaines écoles, donc on est parfois invités à venir témoigner, à parler du rôle de l'association et ça marche vraiment très bien, ils sont conscients de notre détresse et ils nous disent qu'ils feront attention dans leur pratique parce qu'on peut rencontrer, même dans sa vie privée, une femme atteinte d'hyper-MS. Il y a des phrases juste qu'on ne veut pas entendre, qu'on aimerait ne plus entendre. Nous appeler vomisseuse, bah, ça, ce n'est pas possible. Heu, mmh, voilà, que la grossesse n'est pas une maladie, ce qui est vrai, mais ça peut le devenir. Donc ne pas réduire juste une femme, atteinte d'hyper-MS gravidique à juste des nausées matinales, même si on sait qu'il y a des femmes qui vivent très mal leurs nausées matinales, pendant la grossesse. On aimerait juste avoir un peu plus de considération. Donc on sensibilise, nous, à grande échelle. Voilà, c'est principalement ce qu'on en fait. Tabou, mal diagnostiqué, mal reconnu, souvent, minimisé en fait, que ce soit par, les proches ou par les professionnels. Nous, on a une de nos patientes qui a vraiment vomi tout le long de sa grossesse, heu,
qui était calmé que par des intramusculaires et qui a vomi encore pendant son accouchement et encore quelques jours en postpartum, quoi. Et elle en parle comme en disant, en fait, c'était ça le plus difficile. Un peu comme ce que tu disais toi, quoi. L'accouchement à côté, c'était rien, mais le fait de vomir encore et encore, elle dit ça, c'était vraiment épuisant, quoi. Épuisant. Et l'accompagnement qu'il y a tout autour, il est minimisé par le corps médical parce qu'en fait, c'est normal d'être malade, c'est normal de vomir, ça arrive de vomir jusqu'au bout de sa grossesse. C'est pas pour autant que c'est problématique, mais en fait, sauf quand c'est quand c'est la personne qui est touchée, et puis qu'en fait, elle sait rien garder. Dans ta situation, tu étais totalement déshydratée, tu perdais du poids, enfin voilà, donc c'est vraiment des signes importants au niveau de l'hyperémèse qui sont pas assez connus, quoi. Puis il peut y avoir vraiment des hospitalisations qui peuvent être répétées, donc aussi un cercle qui se met en place, avec parfois aussi le fait d'être mal vu par le service, parce qu'en fait on revient encore. Ouais, qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle est encore malade, enfin voilà. Les arrêts de travail, et ça, de mine de rien, c'est pas rien en fait de devoir à chaque fois être arrêté. Il y a quand même une perte au niveau financier aussi. Il y a un gros impact sur la relation avec son corps, la relation au bébé, la relation parfois avec le conjoint. Et puis, je pense que ça augmente aussi quand même pas mal le risque de dépression prénatale et postpartum en fait, hein. Oui, c'est ce qu'on constate effectivement dans l'association au niveau moral. Parce qu'il y a aussi cet amalgame, beaucoup de personnes s'imaginent que c'est une pathologie d'origine psychologique. Et donc, c'est parce qu'en fait, on serait déprimé qu'on vomit, mais c'est pas du tout le cas. En fait, c'est vraiment la détresse physique qui entraîne un mal-être. Et c'est souvent aussi minimisé alors qu'on a des mamans qui sont dans des états vraiment catastrophiques au niveau moral, puisque si la famille n'accompagne pas et qu'elles n'ont pas de soutien au niveau médical, c'est vraiment très compliqué. Elles sont isolées terriblement, que ce soit au niveau social, professionnel. Voilà, dans la vie de tous les jours, aucune femme ne s'imagine de passer des mois à vomir au fond de son lit. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Non, c'est l'isolement social aussi qui est vraiment hyper important, quoi. Donc, merci en tout cas pour la création de cette association, parce que je pense que on manque encore beaucoup de ressources, on manque de relais et de reconnaissance. Donc, bravo pour tout ce système de mise en place avec les appels, avec les ambassadrices, etc. Puis, je pense que justement, quand on est autant isolé, on a besoin de créer du lien avec d'autres femmes peut-être qui ont traversé ça, puis en tout cas, se sentir comprise, d'avoir du relais et des moyens peut-être, effectivement, d'avoir des solutions potentiellement, mais surtout d'être entendu, d'être soutenu, d'être écouté, parce que je pense que c'est le premier pas vers un peu plus de on me reconnaît, on reconnaît ce que je traverse et ça fait du bien, quoi. Même si on est toujours aussi malade, ça, clairement. Non, malheureusement, il n'y a pas de miracle puisqu'il n'y a pas de traitement spécifique à la maladie, hein. Donc, vraiment, les soignants essaient vraiment de traiter chaque hyperémèse en fonction des symptômes. On n'a pas tous les mêmes symptômes non plus. J'aimerais juste ajouter que dans le cas de l'hyperémèse gravidique, il y a une possibilité de s'auto-évaluer avec le fameux Scorpiuk. Donc, c'est des groupes de médecins qui ont créé cela. Et on peut savoir si c'est pathologique ou non simplement en faisant ce test. Donc, j'invite toutes les mamans qui ont des nausées et vomissements qui sont un peu compliqués à gérer au quotidien de le faire et de se dire, voilà, si le score est faible, on reste sur quelque chose d'assez léger, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se faire aider. Et quand le score est très haut, il ne faut pas hésiter à se rendre à l'hôpital parce qu'on a des mamans qui ont peur de se faire hospitaliser. Il ne faut pas avoir peur de l'hospitalisation. Dans certains cas, elle est vraiment nécessaire. Vous serez aidé, soutenu et entendu, je l'espère. Et si c'est pas par le corps médical qui n'est pas sensibilisé, revenez vers nous. Nous, on vous aidera vraiment sans souci. Ouais. C'est que tu me repartages ce document et que je le mette en description de cet épisode, notamment aussi les coordonnées de l'association et le fameux numéro que les femmes peuvent appeler si jamais c'est nécessaire. Je pense que le plus important, ça sera que cet épisode soit partagé par les auditeurs et les auditrices de Sages-Femmes Authentiques, partagé par l'association, justement pour briser le silence, puis pour pouvoir lever ce tabou et donner vraiment une place correcte à ces personnes qui sont touchées par l'hyperémèse gravidique. Et puis aussi un moyen de suivre ton association, parce que je pense que justement ça gagne aussi à être connu. Et merci en tout cas pour tout ce que tu mets en place. Et bravo à toi du chemin que tu as choisi de parcourir avec l'histoire que tu as eue pour ta grossesse. Merci beaucoup. Gentil. Merci d'avoir accepté du coup cette interview. Et puis au plaisir de te rencontrer
en vrai, pourquoi pas. Et belle suite à toi. Merci beaucoup.